Pardonnez-moi pour la seconde fois en quelques semaines de vous obliger à vous entasser aussi nombreux dans des locaux qui sont assez grands, qui sont plus grands que les précédents, mais qui sont trop petits pour vous accueillir tous. Je voudrais adresser tous mes vœux à mes amis parlementaires, aux élus locaux qui sont ici, et à travers ceux qui sont ici, à tous ceux qui nous soutiennent, à nos soutiens, à nos bénévoles, bref, à tous mes amis. Je veux vous adresser des vœux de bonheur, des vœux de réussite. Je veux que l'année soit belle, qu'elle soit belle pour les êtres que vous aimez, qu'elle soit belle pour vos passions, pour votre travail. Mais quant à moi, je l'aborde avec la détermination de faire et avec la conviction que les Français auront besoin de nous pour dégager des lignes de force et d'espoir. Que doit-on souhaiter à la France pour 2016 ? D'abord, des résultats en matière de croissance et d'emploi. Parce que c'est l'essentiel. Parce que c'est le cœur de la crise morale que traverse notre pays depuis si longtemps. C'est sur le terreau de la paupérisation que s'enracinent la protestation et les divisions. Quand il n'y a plus cette énergie économique qui motive les existences, alors tout le monde se replie sur soi avec la rage au ventre. Et malheureusement, l'agenda du gouvernement est très en deçà de la prétendue urgence économique et sociale, pour reprendre les termes du président de la République, comme il nous l'a déclaré il y a quelques jours. Plus les formules sont ronflantes dans sa bouche, plus les actes dorment. La réforme du travail qu'on nous promet sera minimale, puisqu'on ne touchera pas aux 35 heures, on ne touchera pas au contrat de travail, et on nous dit que la loi sera votée avant l'été, à voir. Le temps d'écrire ces décrets, elle entrera en application à la fin de l'automne. Voilà ce que François Hollande appelle une réforme dans l'urgence. La loi Macron 2 sera l'équivalent de la loi Macron 1, c'est-à-dire une addition de mesurettes. Quant à la promesse d'une formation pour 500 000 chômeurs, on est dans la routine la plus classique et la plus cynique. Depuis 4 ans, on accumule massivement les emplois aidés et les dispositifs de soutien dans l'espoir de faire baisser la courbe du chômage. Alors je veux ce soir rassurer François Hollande, un jour cette courbe s'infléchira. Mais dans l'immédiat, ce sera totalement artificiel. Autant dire que le prétexte de sa candidature sera tout aussi factice. Et le moment venu, je ne manquerai pas de lui rappeler que son rêve de réenchanter la France fut en fait pour beaucoup de Français un cauchemar. Je pose la question, est-ce que nous sommes en guerre contre le chômage, contre la stagnation et contre le vote protestataire? La réponse est non. Parce que si c'était le cas, alors le gouvernement devrait rapidement faire sauter des verrous. Il devrait donner la liberté aux entreprises sur le temps de travail. Il devrait simplifier les conditions de conclusion et de rupture du contrat de travail. Il devrait effacer les seuils sociaux. Il devrait agir pour l'avenir de l'UNEDIC, avec ses 26 milliards de déficit, en mettant en place la dégressivité des allocations, ou alors en confiant totalement la responsabilité de l'UNEDIC aux partenaires sociaux, c'est-à-dire en retirant la garantie de l'État pour l'avenir. Les propositions ne manquent pas, mais l'audace de s'en saisir est inexistante. François Hollande compte sur l'alignement des astres, comme si la France n'était qu'une comète dans le sillage des vraies planètes. Sur la remise en ordre de nos finances publiques, il use d'un argument fallacieux, la sécurité des Français plutôt que la sagesse financière. Il y a 3 ans, c'était une autre ficelle, tout aussi grossière, la croissance plutôt que la rigueur budgétaire. Résultat, on n'a eu ni la croissance, ni la rigueur. Et la dette française s'est envolée. Le jour où la Banque Centrale Européenne cessera de faire tourner la planche à billets et où nos taux d'intérêt se relèveront, la France sera en dépôt de bilan. Et ce jour-là, comment est-ce que nous financerons notre sécurité? Et que sera la souveraineté de notre pays face au Qatar ou à je ne sais quel fonds de pension étranger? Vous savez mon diagnostic. Le mal français est profond. L'idée du progrès qui a tendu notre développement pendant des siècles s'est noyée dans la peur du risque et du conservatisme. Mieux vaut plus de chômeurs que le courage d'assouplir le marché de l'emploi, plutôt des impôts que l'audace de réduire les dépenses publiques, plutôt la précaution que la recherche, toujours plus de règlements plutôt que la responsabilité individuelle. Voilà le poison qui nous mine et que je veux avec vous soigner avant qu'il nous tue. Ma conviction,
c'est qu'aucun véritable sursaut n'est possible sans une révolution des esprits portée par une transformation de notre modèle économique et social. Que souhaitait d'autre à la France en 2016? Que l'Europe tienne le coup. Et je vous assure que ce n'est pas un vœu superflu. Pays après pays, on referme les barrières et on accuse Bruxelles de tous les maux pour ne pas avoir à s'accuser des siens. Qui ose encore se dresser pour dire que l'Europe est notre civilisation et que ses jours sont comptés si nous continuons ainsi? Moi qui ai voté contre le traité de Maastricht, qui n'ai jamais sauté comme un cabri devant ces verts pâturages qu'on nous promettait, je n'accepte pas cette décrépitude politique. Et j'accuse François Hollande de n'avoir aucune vision concernant notre continent. Je l'accuse d'avoir laissé Angela Merkel agir seule et se faisant maladroitement sur la question des réfugiés. Je l'accuse de laisser le Royaume-Uni cheminer dangereusement vers le Brexit au lieu de saisir l'occasion de repenser le fonctionnement de l'Union européenne en la recentrant sur des priorités essentielles qui peuvent être partagées par le plus grand nombre en Europe, une monnaie puissante, capable de nous affranchir de la tutelle à terme exorbitante du dollar, de nous affranchir à terme, parce que la tutelle, elle est déjà exorbitante, une politique de l'énergie qui nous permettrait d'être moins dépendants de notre grand voisin russe, une politique de frontières et d'immigration, une défense commune et une grande stratégie pour le numérique. Alors c'est vrai qu'il est difficile pour notre gouvernement de guider les Européens lorsqu'on est le champion des déficits et des non-réformes. Et puis comment ne pas souhaiter en 2016 notre victoire contre l'État islamique et le fanatisme? Le chemin est encore long et j'enrage devant le temps perdu. Cela fait 3 ans que j'appelle François Hollande à privilégier une alliance avec la Russie dans la guerre contre l'État islamique plutôt que le retour à une guerre froide aussi inutile que dangereuse. Après bien des atermoiements, il a finalement entrepris un voyage à Moscou. Mais depuis, tout s'est enlisé. La perspective d'une grande coalition est dans l'impasse, et pour tout dire, n'existe plus. En 2016, je réclame que l'Europe lève les sanctions qui pèsent sur la Russie, parce qu'on ne peut pas prétendre combattre ensemble le danger que représente l'État islamique et se sanctionner en même temps. Notre diplomatie ne fait plus, depuis le discours de Versailles, du départ du président syrien, le préalable du préalable, mieux vaut tard que jamais, mais la France, avec d'autres, continue de refuser de dialoguer avec le régime syrien. Est-ce qu'en 2016, on va encore se priver de la seule force terrestre capable de battre l'État islamique? Je redis une nouvelle fois que nous devons décider l'ouverture d'un poste diplomatique à Damas pour ouvrir un canal technique d'échange d'informations avec les forces syriennes. La Turquie laisse les djihadistes transiter sur son territoire librement. Elle abat un avion russe, c'est-à-dire un avion allié, au moins dans ce combat-là. Elle bombarde les Kurdes qui sont nos alliés sans la moindre réaction du gouvernement français. Oui, cette année, nous devons exiger d'Ankara plus de solidarité et moins d'ambiguïté. Et puis enfin, le gouvernement français ne réagit ni devant la politique ambiguë de l'Arabie Saoudite, ni devant l'exacerbation des tensions entre Riyad et Téhéran. Autant dire qu'à ce rythme-là, il va falloir plus d'une décennie pour abattre l'État islamique. En 2016, la France devrait parler à voix haute pour dénoncer ces jeux souterrains qui annihilent toute solution à ce conflit. C'est à elle de rassembler, ou en tout cas au moins de tenter de le faire, Washington et Moscou pour créer les conditions d'une vraie coalition internationale. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'une coalition unique, c'est d'une bannière unique contre le drapeau noir. Je pense souvent à la lettre aux terroristes rédigée par ce père de famille qui a perdu son épouse au Bataclan. « Vous n'aurez pas ma haine », leur écrivait-il, avant que de réveiller son enfant de la sieste. Cette fermeté dans les principes, mêlée de douceur pour un enfant, c'est pour moi le symbole d'un peuple libre qui ne capitule pas. Le fanatisme djihadiste défie l'âme des démocraties, qui doivent se protéger, mais qui doivent le faire sans sacrifier leurs idéaux. Je suis pour l'efficacité, je ne suis pas pour les écrans de fumée. Et je ne voterai pas les yeux fermés la réforme de la Constitution que le président a cru devoir engager dans la précipitation. Je veux d'ailleurs rappeler à François Hollande qu'en 2008,
Il a refusé de voter la réforme constitutionnelle qui, elle, avait été préparée pendant des mois et des mois par une commission présidée par Édouard Balladur, composée de personnalités de droite et de gauche, et qui nous avait conduit à revenir sur beaucoup des sujets que nous voulions inscrire dans la réforme constitutionnelle au terme d'un débat national qui a permis la mise en œuvre d'une réforme que François Hollande et ses amis ont refusé de voter. Moi, j'attends, avant de prendre ma décision, que le gouvernement nous explique sérieusement en quoi la constitutionnalisation de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité sont nécessaires. C'est-à-dire, pourquoi n'est-il pas possible de passer simplement par la loi pour mettre en œuvre ces procédures? D'autant qu'on nous promet un autre projet de loi pour renforcer encore les pouvoirs de police contre le terrorisme. Pour moi, deux questions se posent. Jusqu'où des desseins politiques, parce qu'il s'agit bien pour le président de la République de desseins politiques, et la peur peuvent-ils l'emporter sur 2 siècles de droit? Et puis combien de temps encore allons-nous éluder les vrais problèmes? Celui de la modernisation nécessaire de l'islam, rongé aujourd'hui par le fanatisme. Celui de l'insécurité et d'une immigration sans intégration. Celui de l'éducation nationale, avec ces 2 millions de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni dans une formation. Eh bien non, on ne va pas parler de ça. Pendant 2 mois, on va s'écharper sur la déchéance de nationalité, alors que notre nation est en panne de résultats, qu'elle est en panne d'espoir depuis des décennies. Tout ceci sans l'affolement, le désordre et certainement pas la lucidité et l'ordre, en tout cas le vrai. Et puis enfin, mes amis, l'année va être politique. L'approche des échéances électorales va affoler la planète médiatique et le microcosme. Et je voudrais dire que dans ce tumulte, vous trouverez toujours ici le sang-froid et la solidité. Vous me connaissez, je ne change pas d'avis tous les jours. Ça fait un bon moment que je dis que la France est en risque de déclin. Ça fait un bon moment que j'estime qu'elle peut supporter la vérité. Ça fait un bon moment aussi que j'affirme que la solution passe par un projet inédit et puissant de transformation économique et sociale. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que je ne suis plus le seul à le penser. Partout où je vais, et souvent avec vous, j'entends nos concitoyens qui appellent à des changements profonds. Partout on m'interpelle sur nos inventaires oubliés et sur nos hésitations à trancher. On disait que les Français étaient conservateurs, la réalité c'est qu'ils sont à 2 doigts de l'explosion, ce qui n'est pas exactement la définition du conservatisme. Le premier tour des régionales a été un avertissement pour tous ceux qui pensent qu'on peut continuer comme avant. Face à cette situation, la réponse molle de la social-démocratie est dépassée. Tout comme est dépassé le réformisme tempéré qui fut le nôtre pendant des décennies. Et ils le seront d'autant plus qu'en 2017, à l'occasion de l'alternance politique que nous espérons tous, nous serons globalement dans une situation économique et financière toujours plus dégradée. Il n'y aura donc aucune cagnotte budgétaire pour anesthésier la colère et aucun Karcher ne pourra réparer les brèches d'un modèle usé jusqu'à la corde. En réalité, 2 camps vont s'affronter, avec en appui 2 visions de la France qui sont extrêmement différentes. D'un côté, le camp du nationalisme identitaire et protectionniste, et on sait combien le chômage de masse et la menace djihadiste jouent en sa faveur. Et de l'autre, le camp de la transformation économique et sociale que je préconise. Soit le repli à la façon Maginot, soit la modernisation radicale. Soit le partage de la peur, soit le progrès par la liberté. Soit la petite France, avec la faillite en point de mire, soit la grandeur française et la bataille pour la croissance, avec tout ce qu'elle exige. La compétitivité, le plein emploi, par la refonte du marché du travail, la mise au carré de l'État et de nos finances publiques, la renaissance de l'Europe, avec la France à sa tête. Oui, il y a bien 2 visions pour la France. L'une faisant marche arrière toute, et l'autre poussant l'accélérateur à fond pour devenir, c'est mon objectif, et je suis convaincu que c'est un objectif réaliste, la première puissance européenne dans les 10 ans qui viennent. Je vais donc droit vers les primaires, avec la certitude qu'il faut tout changer et qu'il faut le dire sans trembler ni ruser. Je fais un pari qui, il est vrai, est peu coutumier, en tout cas chez nous, celui que la vérité est le meilleur moyen de gagner l'estime des Français. Je fais un autre pari, qui est lui aussi peu ordinaire, dans un pays comme le nôtre qui est shooté à l'uniformité.
le pari de la liberté. Le pari que la liberté est attendue par tous ceux, et ils sont très nombreux, qui en ont assez d'être pris pour des pions ou pour des pleutres. Salariés, entrepreneurs, fonctionnaires, agriculteurs, médecins, enseignants, chômeurs, donner à tous ces Français de la liberté pour travailler, de la liberté pour innover, de la liberté pour oser, et vous verrez où nous mènera leur audace. Je veux mettre la France en ordre, là où la République a besoin d'un État fort, sérieusement géré. Et je voudrais dire d'ailleurs à ce point qu'un État fort, sérieusement géré, c'est un État qui applique les lois, c'est un État qui applique les règles, c'est pas un État qui passe sa vie à en inventer des nouvelles, pour ne jamais appliquer celles qui sont justement si difficiles à mettre en œuvre. Et puis je veux émanciper la France, là où les citoyens pourraient enfin agir par eux-mêmes. Certains ont feint de peindre mon projet aux couleurs du sang et des larmes. Fin de Vintox, les larmes sont là. Et la gauche a depuis bien longtemps perdu l'écoute du peuple. Dans les entreprises qui ferment, parmi toutes ces familles qui tremblent pour l'emploi de leurs enfants, on ne craint ni le changement ni la liberté, on l'attend. Et puis je fais un dernier pari. Bâtir un projet détaillé, destiné à dissiper les doutes qui entourent la parole publique et qui expliquent pour une très large part le vote pour les extrêmes. Un projet pour faire, qui dit tout, y compris les efforts à fournir. Alors j'entends déjà les réactions, c'est insensé, il suffit d'un coup de menton, d'un slogan, d'un tweet, et ça repart. Eh bien non, ça ne repartira pas comme ça. Et les Français ne se laisseront pas berner par des programmes écrits à la va-vite, compilant artificiellement les requêtes des uns et des autres. C'était jeudi dernier l'anniversaire de la mort de Philippe Séguin, 6 ans déjà. À ses côtés, j'ai embrassé le culte des idées qui guident les actes. Et puis comme lui, j'ai l'idéal du peuple souverain, conscient de son rôle. Pour ce peuple, instruit par l'histoire, il faut être sérieux. Il faut être laborieux. Il faut, comme je le fais avec mes équipes, passer des heures et des heures à réfléchir à des solutions nouvelles. Et puis il faut ensuite aller les tester sur le terrain, comme je le fais et comme je vais le faire dans tous les départements de France. En parallèle de ce contact direct, mes principales propositions font l'objet d'un vote électronique avec un retour de réponse impressionnant. En quelques semaines, avant même que notre site ne soit mis en œuvre comme il va l'être dans quelques instants, 10 000 participants et 150 000 votes se sont exprimés. Notre objectif, c'est d'atteindre 1 million de votes et d'avoir ainsi un indicateur significatif sur les mesures que je préconise. C'est un baromètre, mais c'est surtout une façon d'injecter le débat du redressement national dans les profondeurs du pays. On parle souvent de participation démocratique, et bien ici elle tourne à plein régime, et elle n'est pas de circonstance, puisque au-delà de la campagne, j'entends bien utiliser le référendum dans l'application de mon projet. Alors nos ateliers thématiques vont poursuivre leurs travaux. En janvier, nous allons finaliser nos mesures sur l'entrepreneuriat. En février, ce sera l'écologie et la politique énergétique, la sécurité, l'enseignement supérieur, la culture. En mars, ce sera la fiscalité du capital, la protection sociale unique, la famille, la nouvelle économie des services. En avril, l'agriculture, la ruralité, la justice. Mon projet est de très loin le plus avancé et il sera finalisé au printemps. Plusieurs de mes concurrents ne semblent pas gênés de s'en inspirer. On me dit que ça n'imprime pourtant pas suffisamment dans le pays, les échéances sont encore très loin et vous verrez que ça viendra. Et en tout cas, je voudrais dire à beaucoup d'entre vous que ce que je vous dis depuis des mois et des mois, c'est-à-dire que la primaire ne se déroulera pas comme les observateurs l'avaient prévu, que le remake de l'élection de 2012 n'est pas possible, commence à se vérifier. En attendant, mes convictions s'aiguisent, et le moment venu, c'est sur le fond qu'il faudra me combattre. Le temps du projet arrive à son terme, et notre organisation entre en action. Aujourd'hui, nous inaugurons la nouvelle plateforme interactive sur notre site internet. Nous nous sommes dotés des outils les plus performants pour affirmer notre présence sur les réseaux sociaux. Autour de moi, les parlementaires et les élus locaux vont être mis à contribution pour préparer mes déplacements sur le terrain et relayer mes messages.
Dans chaque département, en métropole, en outre-mer, à l'étranger, mes représentants seront chargés de l'animation de ma campagne et de l'organisation concrète des primaires. Et beaucoup, et je veux les remercier, sont déjà là, ici, ce soir. Un comité de soutien réunissant des personnalités de la société civile est en place. Des ambassadeurs et des témoins seront chargés d'aller au contact de leur profession, de leurs amis, pour ouvrir le dialogue autour de nos propositions. La plupart d'entre eux, et je voudrais insister sur ce point, n'appartiennent à aucun parti politique. Leur parole n'en sera que plus libre. Il m'importe peu de savoir qui est de droite, du centre ou de gauche. Le redressement national n'a pas d'étiquette. Et je pense que la vie politique a besoin de tous les talents, de toutes les énergies et de son œuvre. Mes amis, l'année prochaine, à la même date, l'opposition aura désigné son candidat à l'élection présidentielle de 2017. Je veux former le vœu que celui qui aura été choisi lors des primaires l'aura été à la suite d'un vrai débat. D'un débat digne, d'un débat sans combine, d'un débat tranché par des millions de Français. L'enjeu, ça n'est pas seulement de dégager une candidature unique qui est indispensable pour éviter un 21 avril à nos dépens. L'enjeu, c'est aussi d'avoir une vraie clarification intellectuelle, projet contre projet. C'est seulement de cette façon que la droite et le centre seront portés par une ligne politique qui sera une ligne politique nette et qui sera une ligne politique franche et qui ne sera pas le fruit d'une synthèse d'appareils qui ne convaincrait personne et qui ne changerait rien à rien. Si nous réussissons tout cela, alors nous aurons fait œuvre utile pour notre démocratie et nous aurons préparé notre pays à l'élection présidentielle de 2017 qui ne ressemblera à aucune autre. Ceux qui pensent que les jeux sont écrits se trompent. Les pronostics d'aujourd'hui vont s'effacer au fil des mois. Et mes concurrents vont devoir s'exposer. Nicolas Sarkozy devra s'expliquer sur son retour. Alain Juppé devra s'expliquer sur son projet. Moi, je suis le troisième homme qui arrive d'un bloc sans artifice. Jamais je n'ai senti l'opinion française aussi imprévisible, mais aussi tellement décidée à tenter quelque chose qui ressemble à ce que je crois. Alors je vous dis bonne année à tous, retroussez-vous les manches parce que la compétition va être rude et que 2016 soit propice au succès de la France que d'une façon ou d'une autre, tous ici nous aimons.